N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2018, 11h passé de quelques instants. À la technique, c'est le duo Vitogbe Kokou Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. C'est grâce à eux que l'émission parvient jusqu'à vos oreilles. Cette émission qui est co-animée par les confrères que nous retrouvons ici au studio. Bourema Tchaboré du journal Le Messager, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent, sans oublier celles qui nous écoutent également. Hein. Notamment notre amie, la vendeuse de bouillie à Kacha. Justement, juste en face de mon siège, qui te sert chaque matin, hein, que tu passes. Merci. Donc merci à elle et qu'elle puisse continuer par te servir. Merci et par nous servir. C'est passé. Abbas Issaka du journal Le Mania Libéré, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à notre ami commun, l'officier de police Moussi Abba, et tous ses collègues qui sont sur la route en train de faire un bon travail. Et Moussi Abba, de son prénom tous les Wawa aussi, je les salue. Savez-vous ce que Mascotte m'a fait hier? Il m'a apporté de l'eau. Ah? De l'eau tout simplement pour la troisième mi-temps. Mais il a précisé, cette eau qu'il a apportée, c'est uniquement pour Sasgaou. Okay. Pour faire la troisième mi-temps. Aujourd'hui, il va apporter pour nous deux. Merci beaucoup, Hubert Logan de Santé et Éducation. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à Canal FM, bonjour aux éditeurs, bonjour aux auditrices. Merci, je me mets avec vous pour accueillir dans ce studio le tout nouvel orphelin, notre ami et confrère Sylvestre Béni, qui a enterré son papa il y a environ 2 semaines. C'est la première fois qu'il réapparaît dans ce studio. Sylvestre Béni, bonjour. Oui, bonjour Sas et bonjour à toutes et à tous. Vous avez fait les obsèques de papa avec toute la dignité qu'il se doit. Oui, je crois que tout s'est bien passé et la tradition, hein, ou du moins c'est la culture, voudrait quand même que c'est le fils qui enterre son papa. Je crois que ça a été respecté, donc on rend grâce à Dieu. Merci beaucoup. Chez moi, à Hauteux, il y a une tradition. Quand tu perds ta mère et ton père, après, quand tu as aidé à l'enterrer, on dit au nouvel orphelin, avant, quand ton papa était là, tu faisais le petit voyou. Maintenant, papa n'est plus là, tu as intérêt à être poli. Oui, je l'ai toujours été, je le suis, et puis je demeure poli. Eh bien, vous l'avez toujours été, soyez-le davantage. Nous avons une charmante compagnie ici qui me fait face directement, Madame Judith Fatimata Pio. Bonjour. Bonjour Sas. Comment vous allez? Je vais bien. Voilà, hein, comme disent les Ivoiriens, c'est une réponse togolaise à une question togolaise. Comment tu vas? Je vais très bien. Super bien même. Eh bien, Madame Pio Fatimata Judith, vous êtes éducatrice spécialisée. Oui. Et vous êtes surtout responsable du service psychosocial du centre médico-social ici à Togbato. Oui, effectivement. Et également, vous êtes responsable d'une association qui s'appelle le JAD pour la vie. Oui. Qu'est-ce que c'est le JAD pour la vie, madame? Le JAD pour la vie, c'est une association qui, au démarrage, a commencé par prendre en charge les personnes vivant avec le VIH, mais qui aujourd'hui est dans la prise en charge dans les soins en général. Nous ne faisons pas que le VIH, mais nous sommes dans les soins en général. Dans l'association s'appelle le JAD pour la vie. Le JAD, c'est quoi? Nous disons Jade, qui est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden dans la Bible a conduit à la mort, mais nous disons le Jade pour la vie, c'est-à-dire le jardin qui conduit à la vie. Donc tout patient, tout malade qui vient dans notre centre que nous dénommons le CMS Togbato est accueilli et doit avoir l'espérance qu'il aura sa guérison à la sortie de notre centre qu'on appelle le CMS Togbato. Le jade également parce que c'est une pierre verte qui symbolise, le vert symbolise l'espérance. Donc nous donnons aussi de l'espérance à toutes les personnes, que ce soit malades, patients vivant avec le VIH, que ce soit patients souffrant d'un quelconque mal, nous leur redonnons l'espérance lorsque la personne visite notre centre. Merci madame de nous parler de votre jade, de notre jade à nous tous pour la vie. Eh bien, dans une dizaine de jours, ce sera le 1er décembre, journée mondialement consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. Et hier, nous vous avons surpris, vous étiez en conférence de presse
le JAD pour la vie annonce une activité incessamment, madame. Oui, effectivement. Il y a de cela 4 ans, nous avons démarré une nouvelle activité que nous dénommons la tente sexe. La tente sexe qui est une activité que nous avons suivie en France il y a de cela quelques années et qu'on appelle Sex on the City. Et nous avons vu les Français peindre le sexe dans leur tente là. On s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va faire pour faire la même chose au niveau du Togo? D'autant plus que les réalités ne sont pas les mêmes. Nous sommes en Afrique et nous avons des tabous. Donc, nous avons pris 1 an. Nous nous sommes assis en équipe avec des médecins, avec des psychologues, des éducatrices spécialisées, des ingénieurs de laboratoire, des conseillers psychosociaux, des personnes avisées. Nous nous sommes assis, nous avons conçu dans une durée d'1 an une activité que nous dénommons tente sexe et qui peint les réalités de la jeunesse togolaise. Nous n'avons pas peint les réalités de la jeunesse française, mais plutôt les réalités de la jeunesse togolaise, c'est-à-dire les besoins que les jeunes filles et les jeunes garçons ont aujourd'hui, la fin de l'information sur leur corps, l'information sur leur santé sexuelle, l'information sur leurs relations de jeunes, que les parents n'arrivent toujours pas à échanger avec eux. C'est-à-dire, à la maison, il n'y a pas la communication réelle entre parents et enfants sur le sexe. Donc, nous offrons l'occasion, au cours du 1er décembre, nous communiquons avec les jeunes scolaires et extrascolaires sur tout ce qui concerne la santé sexuelle, le corps de la jeune fille et du jeune garçon, les changements qui apparaissent, la pornographie, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les médias, il y a WhatsApp, il y a tout qui est mélangé, qui est exposé aux jeunes de 14 à 24 ans. Comment est-ce qu'il faut aider ces jeunes-là et mieux les cadrer afin qu'ils puissent quand même avoir des comportements sains et à être des jeunes responsables. Il est écrit dans un livre saint que mon peuple périt faute de connaissances. Vous voulez apporter l'information, toute l'information, rien que l'information sur le corps des jeunes, notamment sur le sexe. Voilà l'objectif que vous visez par cette exposition Tente un sexe pour prévenir la transmission notamment du VIH-Sida, des IST et les grossesses désirées, les grossesses non désirées, chez les jeunes scolaires et extrascolaires. Et cette exposition Tente un sexe, ce sera quand et où, madame? La Tente sexe se tiendra du 27 au 1er décembre au CEG Boka. Nous avons déjà fait une première édition là-bas, mais à cette 4e édition, nous avons été beaucoup sollicités par le directeur de l'école et également par certains responsables du quartier, des chefs d'établissement qui nous approchent au niveau de notre centre parce que nous avons un centre d'écoute aussi également au centre. Donc, nous retournons pour cette 4e édition également au CEG Boka et l'activité est ouverte aux jeunes scolaires et également extrascolaires, également à la population générale. Merci. Cette information que nous avons surprise hier, qui nous intéresse pour vous, à partir du 27 novembre et jusqu'au 1er décembre, au CG Nyekonakwe, vous irez visiter l'exposition Tente un sexe. Et comme madame le disait tantôt, cette exposition vous fournira à nous les jeunes et également à les plus jeunes et les moins jeunes, toute l'information la plus complète possible sur notre corps et sur la sexualité. Merci à madame de passer ici en direct pour nous en parler et cela nous introduit donc à notre pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo qui a écrit que la vérité est comme le soleil. Cette vérité qui fait tout voir mais ne se laisse pas regarder elle-même. Eh bien, on ira à cette exposition de Jade pour la vie pour découvrir le maximum d'informations sur le corps de la jeune fille, du jeune garçon, le sexe, aussi bien de l'homme que de la femme, et toutes les habitudes que nous avons, tous les comportements à risque. Ce sera pour en savoir beaucoup à partir du 27 novembre jusqu'au 1er décembre. Madame Pio, un mot de conclusion intermédiaire? J'invite toute la population, pas seulement les jeunes. Les parents peuvent aussi visiter et nous faire leurs remarques après. Mais nous invitons surtout les jeunes scolaires et extrascolaires à venir visiter notre tente. Ils ne vont pas le regretter. Nous accueillons les extrascolaires de 8h
jusqu'à l'après-midi. Et vers 13h jusqu'à 16h, nous accueillons les scolaires parce que le matin, ils seront au cours. Donc, nous attendons tout le monde pour venir nous visiter et vous n'allez pas le regretter. Merci, madame de Jade pour la vie de passer ici, pour nous passer cette information. La vie, elle ne vaut certes rien, mais rien ne vaut encore la vie. Hier matin, devant le siège de la TV2 à Agoué, il y avait un corps qui gisait sur la route et des passants l'avaient recouvert de branches d'arbres. Et ce corps venait d'être victime d'un accident de la circulation. Tout porte à croire que ce monsieur qui était sur son vélo a été ramassé par une moto qui visiblement était en excès de vitesse. Pour dire que la route et notamment l'excès de vitesse a encore causé une victime hier. Et quand on peut imaginer que cet homme est marié, qu'il est père de famille, eh bien, par sa mort, il laissait hier une veuve, des orphelins et toutes les personnes que cette personne aurait à charge. Mais paradoxalement, cet accident mortel survenait hier, 20 novembre, journée africaine de la sécurité routière. Occasion qu'avait mise à profit le ministère des infrastructures pour organiser une conférence de presse dans un grand hôtel de la place. Le confrère, la dépêche qui nous en parle, nous rappelle le thème de cette journée africaine de la sécurité routière. Le thème, c'était courtoisie sur nos routes pour sauver des vies. Courtoisie sur nos routes et pour sauver des vies, avec pour slogan automobilistes, motocyclistes, roulons ensemble, partageons la route avec les cyclistes et les piétons. C'était le message et le slogan. Et le ministre Ninsa Onyofam a saisi l'occasion pour appeler tous les utilisateurs des routes à la courtoisie, à la patience pour rendre fluide la circulation sur nos routes et à l'auto-respect, au respect des autres, au civisme. Le ministre qui nous invitait à faire preuve de patience, même si nous avons la priorité de passer avant l'autre, de nous armer de la tolérance vis-à-vis de ceux qui font face à des difficultés, de respecter les piétons qui traversent un passage clouté, d'aider les vieux et les vieilles personnes qui éprouvent des difficultés à traverser la route, d'effectuer souvent les visites techniques de nos véhicules. Sylvestre Béni, voilà hier, journée africaine de la sécurité routière, avec les messages du ministère des infrastructures, mais également cette journée qui a connu cet accident mortel avec cette victime. Oui, effectivement, je crois que il y a quand même certaines notions que nous devons intégrer. Et je crois que l'espace que nous allons partager, ne serait-ce que pour quelques minutes, il faudrait quand même que nous soyons prudents. Parce que à peine 2 ou 3 minutes de Agoué à Sigame, tu passeras là, à peine quelques secondes tu passeras. Mais il y a certaines qui profitent, ne serait-ce que pour cet espace-là, pour s'insulter, pour se rentrer dedans, pour faire tellement de choses, si vous permettez, peut-être le thème incongru, qui parfois aussi nous coûte la vie. Donc à un moment donné, je crois que je l'ai souvent dit ici, il faudrait quand même que sur la route, il faudrait que nous soyons tolérants, il faudrait que nous soyons courtois. Surtout nos amis, nos frères et amis, ceux que j'aime bien, nos amis les émigrants. Ils passent le clair de la journée à s'insulter, à insulter tout le monde sur la route. On n'a pas besoin de cela. L'espace que nous allons traverser en quelques secondes, il faudrait quand même que nous soyons tolérants. Et cela va pour nous tous. Nous sommes tous des Togolais. Et surtout le civisme, le patriotisme, lorsque nous sommes sur la route. Merci Bouraima Chaboré. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre. Nous nous acheminons vers la fin de l'année qui rime avec les fêtes. La Noël, le Nouvel An et toutes les fêtes populaires. La tension va augmenter davantage sur nos routes. L'occasion encore de revisiter ce message du ministère des infrastructures. C'est important. Courtoisie sur nos routes. Le ministre qui en a appelé aux automobilistes, aux motocyclistes, de rouler ensemble, de partager la route avec les cyclistes et les piétons. Encore le ministre qui nous demande de faire prudence. Même si nous avons la priorité, il faut toujours être prudent, respecter les vieilles personnes
qui ont du mal à traverser la rue ou bien la route, c'est surtout les nouveaux conducteurs à moto ou bien en voiture qui auraient des problèmes, des difficultés, qu'on soit patient et tolérant avec eux, que chacun quitte la maison et que chacun puisse retourner en paix le soir. Non, ça je suis parfaitement d'accord avec lui et le ministre a tout dit dans son message. Il a tout dit, on est à la fin de l'année et que il faudrait que les conducteurs de taxi moto, de voitures et les piétons, qu'on soit tolérants. Moi, ce qui m'a plu, c'est le thème. Le thème qui dit, je crois, la courtoisie sur nos routes. C'est très important. Je crois qu'au Togo, nous avons ce problème. La courtoisie sur nos routes. Vous pouvez imaginer, vous êtes en train de passer sur la route entre un conducteur de taxi moto et un chauffeur de taxi, ils sont en train de s'insulter pour rien du tout. Alors qu'on pouvait s'entendre, ils pouvaient se comprendre. C'est important. Je voudrais revenir sur l'autre aspect pour dire que il ne faudrait pas quand même que le ministère, je vais parler des pouvoirs publics, attende de ces occasions pour faire lancer ces messages. Parce qu'il ne faudrait pas attendre à la fin de l'année. Je crois que les pouvoirs publics nous aideraient à chaque fois tout au long de l'année qu'ils organisent ne serait-ce que ces sorties de sensibilisation pour qu'on puisse, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre ça, que ces sorties de sensibilisation tout le long de l'année, ça va plus nous aider. Mais vous pouvez le faire chaque semaine dans les colonnes de votre journal. Non, ça, je le fais. Vous rappelez que nous avons eu à réserver, ne serait-ce que certains couloirs pour pouvoir faire l'éducation civique sur ces aspects de choses. Je crois que les pouvoirs publics nous aideraient dans ce sens en allant à chaque année, en prenant tout le long de l'année, de nous sensibiliser. Nous pouvons aider les pouvoirs publics dans nos émissions, dans les colonnes de nos journaux, les causeries, les ONG comme le JAD pour la vie et d'autres, initier des activités pour sensibiliser davantage. Et on va finir avec vous, Bourema, plutôt Abbas Issaka. Le ministre, entre autres, nous invite à faire régulièrement les visites techniques de nos engins. Moto ou voiture, on va faire les visites techniques. Et également s'assurer que les pneus sont bons, les freins, la compression, que tout marche bien, que les phares marchent, mais également éviter de violer les feux de route, respecter les passants, les piétons qui sont sur le passage cloutés, et puis se conformer à la réglementation, ne pas céder aux excès de vitesse également, à la surcharge. C'est ça effectivement, c'est la règle. Il faut respecter ce qui est écrit dans les tests, faire régulièrement les visites techniques et autres. Mais il ne s'agit pas d'aller faire des visites techniques superficielles parce qu'on trouve des gens qui arrivent sympas visite technique parce que quelques temps après on vous dit que votre véhicule en étant de circuler, on voit bien ça, mais au fond des choses, ce n'est pas ça. Donc c'est de respecter ce qu'on a dit. Quant à ce qui est de la violation des feux tricolores, je pense que ça c'est très très grave. Surtout au niveau des conducteurs de moto, lorsque... Non, je ne voudrais pas qu'on fasse une sorte de fixation. C'est une fixation qui doit se faire pour que ceux-là aussi puissent revenir à la chose. Parce que vous avez un feu rouge, un feu tricolore, le feu rouge est armé, mais vous allez le voir faufiler et il s'en va alors qu'il voit que le feu, les autres ont déjà quitté de l'autre côté pour engager, et il s'engage dedans, il s'arrête au beau milieu et dès qu'il voit qu'un peu s'est dégagé, il s'en va. Ça, il faut faire fixation pour leur permettre, pour leur dire que on ne fait pas ça. Quand le feu rouge est allumé, il faut perdre quelques secondes seulement. Ça c'est pour votre vie. Et quand les forces de l'ordre vous demandent, les arrêtent pour dire pourquoi ils ont faufilé, ils n'arrivent même pas à répondre. Il y a par rapport au surcharge et puis il y a aussi l'état des routes. Hier, tu parlais d'un accident qui a eu lieu à Agoué. Il y a un autre qui a eu lieu à Zanguera, sur notre route là-bas. Quand vous dépassez, il y a deux camions qui se sont cognés et ça a bloqué la circulation. Imagine-toi les deux camions les deux véhicules qui sont restés sur la route, qui n'existe même pas. Et les gens qui venaient... La preuve, c'est que les véhicules se sont encastrés quand même sur la route. C'est pas une route là, la route des Zanguera. Non, il faudrait quand même qu'on puisse... Je te dis, si tu vois la peine qu'on a eue pour arriver, pour traverser ça... Le pouvoir public doit passer véritablement à cette route-là, du carrefour à Guido-Gomé jusqu'à Zanguera. Elle n'est pas large, elle n'est pas bonne. Ça, c'est pas une route. Depuis 15 temps, on a mis pour dire... Ça, c'est dans les faubourgs en France. Rue de 70 mètres. Rue de 70 mètres, ne pas risquer de construire. Ça fait plus de 10 ans, bien 15 ans,
que la délégation spéciale a fait ce message, on est venu même casser les bâtiments qui sont tout autour, mais jusqu'à présent, la route est là et les accidents, à chaque fois, c'est des accidents quand on roule. Il faut prendre une précaution, il faut être prudent pour conduire sur cette route, sinon, ce qui s'est passé hier, il y avait plusieurs blessés. Et il faut laisser, on va interpeller ce que nous sommes en train de dire, ça va dans le sens du bien-être de nos populations. On n'est pas en train d'insulter les pouvoirs publics. Ce que nous disons, ça va dans notre intérêt. Et nous sommes en train de les interpeller à travers nos commentaires. Laisse-nous parler. Sur cette route, ça ne va pas. Il a dit, depuis plus de 15 ans, la délégation spéciale a érigé un certain nombre de places pour que les gens ne puissent pas... Mais rien n'est fait jusqu'à présent. Il faudrait quand même qu'on les interpelle. C'est important. Il faudrait qu'on le leur dise. J'étais en train de dire quelque chose. Vous me dites de ne pas parler des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont ceux-là qui ont la loi dans leurs mains, qui peuvent intervenir et sanctionner ceux qui font des contraventions. C'est tout à fait normal. Il faudrait quand même qu'on les interpelle. Ça. Je crois que nous ne sommes pas en train de les insulter, mais on dit ce qui ne va pas. Non, leur rappelons de voir, c'est tout. Vous vous rendez compte que les gens vont traverser cette route et aller payer le péage devant. Avec cette route-là, vous dites que ça existe. On ne peut pas femme, je sais qu'il sait beaucoup plus que nous ce qu'il doit faire, lui et son gouvernement. Non, il le fait pas. Il le fait pas. Ok, merci beaucoup. Eh bien, nous clôturons ça quand même avec cette phrase-là. C'est vrai que nous avons des raisons de nous plaindre. On n'a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ceux qui nous gouvernent ne le font pas bien. Les pouvoirs publics sont comptables de ceci, de cela. Mais la vie, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut encore une vie. Hubert Logan, bonjour. Bonjour, Sas. Il y a des fatalités qui nous arrivent, notamment des maladies terribles devant lesquelles nous sommes impuissants, malheureusement. Et vous faites grand éclairage sur l'une de ces maladies-là, le cancer, ou plutôt, on devrait parler des cancers. Vous consacrez pas moins de 3 articles au cancer, je parle au pluriel. Commençons par l'article à la page 7. Cancer, défis et enjeux sanitaires pour l'Afrique. Vous nous faites revisiter quelques-uns de ces cancers. Le cancer du sein, le cancer de l'utérus pour nos femmes, malheureusement. Et puis, le cancer primitif de foie pour nous tous. Le cancer de la prostate pour nous les hommes. Et puis, vous parlez également du sarcome de Kaposi. Qu'est-ce que c'est, Hubert Logan? C'est une toute forme de cancer. Eh bien, tous ces cancers-là. Et puis également, les cancers des enfants. Les lymphomes. Et puis, toutes sortes de cancers, surtout le lymphome de Burkitt, vous avez vu le nom dedans. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire à propos des cancers, ça, l'article est assez illustratif. Nous avons mis l'accent sur la situation. Nous sommes partis de l'Afrique. Et si vous voyez les chiffres, cela nous interpelle parce que aujourd'hui, nous constatons, selon les données des institutions mondiales, que le nombre de cas de cancer ne cesse d'augmenter, surtout dans nos pays. On parle de près de 850 000. La mortalité augmente et les prévisions montrent que d'ici à 2030, il y aura 1,2 million de personnes qui seront à nouveau atteintes par le cancer. Et tu viens de citer les différentes formes de cancer qui gangrènent le monde, mais surtout les pays africains. Oui. Dans le Togo. Dans le Togo, nous allons revenir là-dessus. L'article même a fait un encadré sur la situation du cancer au Togo avec les données, du moins les statistiques qui issues le premier article qui parle de défis en jeu des cancers en Afrique, c'est un article qui me fait froid dans le dos. Et puis juste à côté, vous dressez l'état des lieux de la lutte contre le cancer au Togo. On peut dire que le Togo n'est pas du tout équipé pour combattre les cancers. Pas du tout. Et il faut avoir le courage de le dire. Avant d'arriver, peut-être tu le permets rapidement, il y a une réalité sur le plan environnemental aujourd'hui qui amène l'Afrique à se poser des questions sur l'augmentation des cas. On parle aujourd'hui de notre profil épidémiologique qui ne nous avantage pas. On parle également des facteurs liés à l'environnement, de l'augmentation même des maladies chroniques parce que à 25%, les cancers sont liés aux maladies chroniques. Nous en souffrons beaucoup en Afrique. Il y a également la croissance démographique. Parlant de la situation du Togo, il y a de cela quelques années, nous avons cru. Il y a l'autorité compétente qui avait émis cette volonté et
fait croire la mise en place d'un institut de lutte contre le cancer. C'était le chef de l'État en personne qui l'avait annoncé. Et donc, vous considérez, et après cette annonce-là, il y a eu des démarches. Il y a eu des réunions, il y a eu la mise en place d'une commission, et la presse même a été convoquée pour conviée du moins pour le début des choses, et après, plus rien de concret. C'est-à-dire que ce que le chef d'État a annoncé n'est pas encore réalisé. Le Togo n'a pas encore d'institut spécialisé. Plus rien de concret, et aujourd'hui, les cas de cancer sont lésions au Togo, surtout lorsque vous voyez que la lutte, du moins la prise en charge de ces cancers-là, sont laissés à la charge du patient qui devrait lui-même prendre en charge son traitement. Et vous savez ce que c'est que le traitement en matière de cancer. Lorsqu'on sait que l'assurance maladie ne prend pas en compte certaines formes de maladies chroniques, vous imaginez. Et donc, aujourd'hui, il y a lieu d'interpréter l'autorité. Surtout en ce qui concerne le cancer des enfants, aujourd'hui, on peut se féliciter parce qu'il y a quand même aujourd'hui au CHU, sur Vanis Olympio, une unité de prise en charge de cancer de l'enfant avec des résultats qu'on peut saluer, mais cette unité également peine en matériel et en moyens. Donc l'autorité vraiment interpellée à revoir sa politique. Fasse en sorte que cet institut spécialisé de lutte contre le cancer qu'il a annoncé et pour lequel on avait applaudi vivement, que cela se réalise. Très, très important, parce que nous convions quand même les auditeurs, les lecteurs à lire un peu et à voir un peu les chiffres en ce qui concerne le Togo, parce qu'il y a des questions des chiffres. Lorsque vous touchez du doigt les chiffres, vous vous rendez compte que personne n'est épargné, et donc l'autorité a vraiment l'importance. Il faut revenir encore sur la promesse du chef de l'État, parce que une promesse est une dette. Et ailleurs on dit que ce qui est dit, et ce qui est dit doit être fait. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Nous attendons qu'il dote notre pays de cet institut spécialisé de lutte contre le cancer. Si la situation n'est pas très rose, il faut aller plutôt à la prévention. Bien et sûr. là, vous nous présentez une recette maison, c'est le persil. Donc vous dites à la page 4 que le persil peut réduire le risque de cancer. Nous aimerions attirer l'attention de nos lecteurs et des auditeurs de Canal FM sur les vertus du persil. Nous convions aujourd'hui, tout le monde a fait un peu des recherches sur ce que c'est que le persil. C'est un légume assez accessible, mais pas très souvent utilisé, parce que on l'utilise souvent dans la préparation de ce qu'on peut appeler la salade, et en petite quantité. Mais lorsque nous en faisons usage en infusion, les recherches ont montré que le persil a un effet pour lutter contre les cellules cancéreuses, et surtout également pour nous amener à éviter ce qu'on peut appeler l'insuffisance rénale. Et donc, c'est très important lorsque vous tombez sur les informations liées au persil. Nous pensons qu'il est important que l'on sache un peu tout ce qui est lié aux valeurs de ce légume. Et pour en savoir ce petit article d'un tiers de page, à la page 4, le persil qui peut réduire le risque de cancer, le persil qui possède de puissantes propriétés thérapeutiques qui réduisent le risque de nombreuses maladies, dont les cancers. On lira l'article et on saura davantage. On continue avec des recettes agréables, notamment le citron, la cannelle et le gingembre, pour éliminer les toxines que nous emmagasinons dans notre corps. Nous en avons parlé, et cet article-là est une réponse à une question d'un lecteur. Nous avons consacré cette parution à près de 70% aux recettes, parce que les lecteurs demandent plus, au-delà de l'information, comment mettre en pratique des astuces pour pouvoir entretenir leur santé. Et donc, nous avons déjà parlé du cannelle, du citron, et séparément, aujourd'hui, nous mettons ensemble le cannelle, le citron et le gingembre pour essayer de l'éliminer dans le corps des toxines. Nous avons dit que cette composition permet à l'organisme de lutter contre plusieurs maladies, mais surtout de retrouver sa force de lutte contre les maladies. On parlera de
d'augmenter l'immunité de notre organisme, mais surtout de nous permettre de faire face à certaines difficultés liées par exemple au stress, liées à la fatigue, liées à l'insomnie. Et donc c'est une infusion dont l'astuce de composition se trouve dans l'article. Lorsque nous prenons l'habitude de le prendre, c'est sans danger. Là, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est nous-mêmes qui composons. C'est différent peut-être d'un jus qui se trouve peut-être dans une boîte, on te convie de boire, mais ici, toi-même tu composes et tu vas au profit que tu peux tirer de ça. Comment préparer le citron, la cannelle, le gingembre pour éliminer les toxines, mais également comment préparer la cannelle et le citron pour lutter contre la grippe. Il y a déjà, on sent déjà des prémices de l'harmattan. L'harmattan peut s'accompagner de grippe et vous nous donnez cette recette-là. Si on le prépare bien, on peut lutter contre la grippe, mais également on peut lutter contre le surpoids et certaines douleurs articulaires. Oui, sans commentaire. Sans commentaire. Également, maintenant, pour notre tête, le cerveau, du jus de betterave pour prendre soin du cerveau. Vous écrivez, cette Santé Éducation qui écrit que la betterave aide à combattre l'inflammation chronique. Elle prévient également l'artériosclérose et l'hypertension. Et plusieurs études montrent que si on prend régulièrement un verre de jus de betterave, on peut améliorer la circulation du sang vers le cerveau. Et c'est une boisson simple qui pourrait aider à réduire l'indice de démence et d'autres maladies neurodégénératives. On va lire. Je constate que tu as dépouillé l'article de sa substance. Dans tous les cas, c'est l'information. C'est un peu ça. Tous les éléments donnés sur les vertus de la betterave, surtout le jus, parce que nous en consommons souvent, mais préparé. Aujourd'hui, bien ici, il est question du jus. Du jus de betterave avec toutes les vertus qu'on pourra en tirer. Continuons, terminons toujours avec la tête, le cerveau. Et vous écrivez à la page 6, lire le soir, c'est très bénéfique pour la santé. Et vous dites que les feuilletons, les séries, les smartphones, les tablettes ne remplaceront jamais la lecture, surtout en fin de journée. Aujourd'hui, il est malheureux de constater que nous ne lisons plus beaucoup en règle générale. Tout le monde est dans le cas. Et nous laissons la lecture au profit de l'Internet et au profit des informations vite traitées, vite faites, des audios plutôt, même nos journaux. Vous nous excusez, aujourd'hui le club de la presse est animé avec des journaux, mais vous allez voir, au lieu de prendre des journaux et d'essayer de les lire, bien, on se contenterait peut-être de lire ou bien des commentaires ou bien de lire une information sur les réseaux sociaux. D'abord, c'est attirer l'attention sur l'importance de la lecture et le bienfait de la lecture sur le cerveau. C'est vraiment très important parce que la lecture pour le cerveau, c'est comme l'exercice physique pour les muscles. Et cela permet un peu d'éveiller. Lorsque nous nous habituons à la lecture, surtout la lecture du soir, et c'est ce que nous avons essayé de ressortir, les bienfaits de la lecture du soir, cela permet d'éveiller, de stimuler un peu notre cerveau. Parce que lorsqu'on se concentre le soir pour lire, on a tendance, les études ont montré que on met de côté tous les soucis accumulés au cours de la journée et tout le stress accumulé au cours de la journée et l'on tire. Cet exercice qui consiste à se concentrer permet ainsi au cerveau d'être en ébullition. Vous savez, un peu la lecture le soir amène la personne à plus de responsabilités. Faire la lecture le soir permet de cultiver ce qu'on peut appeler la sagacité. Nous ne parlons pas de la sagacité de la musique, du rythme musical, mais la sagacité de bon sens. Voilà, en termes de vivacité d'esprit, la rapidité dans la réflexion, un peu l'attention et puis la clairvoyance. Voilà un peu toutes
les mérites qu'on peut tirer surtout de la lecture qui présente de nombreux avantages, qui aident énormément le cerveau. La lecture le soir avant de se coucher, ça développe la mémoire, ça aide à avoir une plus grande capacité à réagir rapidement, à prévenir certaines maladies graves et surtout la lecture du soir détend et facilite le sommeil. Oui. Chacun devrait se hâter pour acheter un livre au moins et à mettre à son chevet. Après tout ce qu'on a fait au cours de la journée, Fabrice, vous allez lire au moins quelques lignes avant de vous endormir. Bonjour d'abord Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous prenez l'engagement, comme Abati Saka, comme Bourema Tchaboré, comme Sylvestre Béni, de mettre désormais un livre à votre chevet le soir? Oui, bon, d'abord, étant chrétien, j'ai toujours la Bible. C'est un livre, avant tout. Bien entendu. Et donc, j'ai toujours la Bible à mon chevet, c'est le premier document. Et puis, les autres, naturellement, quelques livres, quelques romans au niveau des étagères. Et sans oublier également que sur les smartphones, c'est toujours la lecture. Puisque même si c'est les messages WhatsApp, vous parcourez, vous lisez, même si c'est pas toujours intéressant ce que vous lisez, mais vous pouvez aller sur d'autres sites où il y a des choses intéressantes à lire. De toutes les façons, c'est vrai que l'habitude de prendre des livres format papier commence par être un peu oubliée et laissée de côté. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a beaucoup plus la possibilité, surtout quand vous lisez avec un crayon à la main, c'est toujours intéressant. Ça vous permet parfois de souligner de très belles phrases que vous pourrez copier dans votre cahier, que vous avez toujours pour copier les belles phrases ou les belles citations. Donc, le livre format papier, c'est toujours bien indiqué, mais la lecture en général, c'est bien pour la culture de l'être humain. Merci. Lire quelques passages le soir avant de s'endormir, ça nous procure beaucoup de bien. Mais attention, il faut lire dans le lit conjugal, parce que quand madame attend dans le lit que vous traînez au salon pour la lecture, elle peut penser autre chose. Là-bas, c'est ça. Vous allez lire, comme ça, aux côtés de madame, même si à un moment elle est fâchée, qu'elle était à la lumière, ou même vous aurez quand même lu quelques lignes. Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure formule, parce que tu ne peux pas lire, tu ne seras pas concentré pour lire. Ah bon? Il faut lire au salon, c'est ça, c'est normal, tu ne peux pas être concentré parce qu'on demande de lire, il ne s'agit pas de lire pour lire. Fabrice l'a dit tout à l'heure, si c'est qu'on pouvait lire et puis avoir un crayon entre les mains et relever les bonnes formules que vous jugez intéressantes, si vous êtes à côté de madame sur le lit, dans le lit même, c'est dans le lit. Vous ne pouvez pas vous concentrer. Non, vous allez vous concentrer comment c'est normal. Il ne faut pas nous obliger, il faut une meilleure posture. Non, ne nous oblige pas dans votre maison à lire à côté de nous. Il ne faut pas nous obliger à choisir le lieu de notre lecture. Laisse-nous, tu nous as donné des conseils, on a compris. C'est ça, l'éducation qui est. Madame aussi peut lire. Chacun va trouver dans sa maison l'endroit le plus propice, mais lire quand même quelques paragraphes avant donc de nous endormir. Maintenant, sans transition, nous insistons sur le bouquin, c'est important. Sur le livre oui, parce que le smartphone, oui, la lumière, tout ça là, ça amène à vite s'endormir. Déjà, tu es sous la lumière, tu as le smartphone, ça rend paresseux et ça appelle rapidement à laisser tomber. Nous voulons appeler les gens à rentrer en contact avec le bouquin, le livre dur. C'est très important. Merci. Et sans transition, maintenant, la politique. Et comme nous avons convenu de le faire depuis quelques semaines, la situation sociopolitique est ce que nous savons déjà. Alors nous présentons les faits au jour le jour et nous comptons sur vous pour nous donner des faits le plus avérés possible. Chose qui est avérée, pendant que nous sommes dans ce studio, les députés membres de la commission des lois se réunissent dans la salle plénière à l'Assemblée nationale et cela pose le problème. Si la commission des lois se réunit, on peut présager que c'est pour étudier les projets de loi devant nous amener aux fameuses réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et nous savons que
il y a 1-2 semaines, le gouvernement a déjà introduit à l'Assemblée nationale le projet de loi qui avait été adopté en Conseil des ministres il y a quelques jours, quelques semaines, mais à cela vient s'ajouter cette polémique, à savoir le rapport de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO. Nous en parlons depuis 3 jours, et aujourd'hui encore, Forum de la semaine qui écrit que la CEDEAO privilégie la voie parlementaire pour la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, pendant que la dépêche, lui, écrit que la CEDEAO rappelle Faure Gnassingbé et son gouvernement à l'ordre, et la dépêche qui nous propose aujourd'hui les propositions que l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO a soumises à qui de droit. Voilà juste cette information. Sylvestre Béni, les députés membres de la commission des lois se réunissent actuellement. Eh bien, dans les jours à venir, on verra le fruit de leurs résultats. Oui, justement, je crois que ils vont quand même essayer donc de se pencher sur la proposition. Bon, il est vrai, le gouvernement entre-temps avait introduit un projet de loi de révision constitutionnelle. De l'autre côté, il y a également la proposition donc de l'expert, mais jusqu'à l'instant T, nous ne savons pas réellement sur quel projet la commission travaille actuellement. Donc, je crois que d'ici la fin de la journée, on en saura davantage. Et là, on avisera, parce que si nous prenons en fait le projet de loi du gouvernement, je dirais que ce n'est presque le remake du projet de loi de septembre 2017. Ce que nous avons quand même vu. Maintenant, en ce qui concerne donc l'expert, je crois qu'il y a quand même une certaine évolution où il y a quand même des dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 59. Maintenant, entre ces deux projets, là, lequel la commission étudie actuellement, tel que je viens de le dire, on en saura davantage et on avisera. Merci. Nous avons approché ce matin un député qui nous dit que la tradition parlementaire veut que la commission ne siège que sur un texte. Bon, ils vont commencer par le projet de loi du gouvernement, mais peut-être que, entre-temps, le rapport de l'expert constitutionnaliste entrera en jeu. Fabrice, on ne peut que s'en remettre au sens citoyen de nos députés, toutes tendances confondues, d'appréhender la situation comme il se doit et de nous sortir des textes qui nous aident vraiment à sortir de crise. Bon, moi je n'affiche pas un optimisme béat par rapport à la possibilité que la réforme puisse être faite par voie parlementaire, parce que quand vous prenez un peu la situation politique actuelle avec l'opposition, surtout la C14 qui est beaucoup plus dans la logique du boycott, ça m'étonnerait qu'on puisse dégager les 4/5 pour un test au niveau du Parlement, parce que il y a de fortes chances que l'opposition n'accorde pas son violon par rapport à ce test-là. Et puis c'est vrai que quand vous prenez le document de l'expert, en fait, c'est ce que la Constitution prévoit, c'est-à-dire par voie parlementaire au cas où on passe au référendum. Alors, le référendum, s'il faut le faire, il se fera quand le gouvernement a presque réuni tous les ingrédients pour organiser les élections le 20 décembre, alors que le même gouvernement avait juré la main sur le feu qu'il fera les réformes avant l'élection du 20 décembre. Alors, à l'époque, peut-être que on se disait que forcément le test passerait à l'Assemblée nationale parce que c'est le plus simple et le plus facile à faire. Mais maintenant, il faut réunir le quota qu'il faut pour que le test là puisse passer. Or, le climat politique actuel lié au fait que certains ne s'inscrivent pas dans la logique du processus électoral en cours fait que ça va être un miracle pour que les acteurs s'accordent à dire que les réformes sont faites au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on est sur un terrain politique, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses. Le gouvernement reste le gouvernement et peut-être que s'il avance et qu'il a des éléments sous la main, mais dans le cas contraire, moi je crois qu'il y a beaucoup plus de chances pour qu'on aille à un référendum, l'arbitrage du peuple par rapport aux réformes qu'on attend. Voilà, Fabrice parlait tantôt de boycott, mais ce matin nous sommes assurés que les députés membres de la coalition de l'opposition sont quand même à cette réunion de la commission des lois
Et puis également en bas, tout cela se fait dans un contexte où, selon les décrets pris par le Conseil des ministres il y a 2 semaines, c'est comme nous allons tout droit vers les élections législatives. La campagne électorale va commencer incessamment. Alors, est-ce que ces députés, dont certains sont candidats à leur reconduction éventuellement, est-ce qu'ils auront la tête suffisamment sereine pour parler réforme constitutionnelle de façon impersonnelle? Mais ils sont obligés parce que c'est le chronogramme, dans le chronogramme fixé, là, dans l'agenda, c'est qu'en principe, dans 10 jours ou 9 jours, on doit avoir les réformes là, puisqu'on nous a dit que c'est le 30 novembre que les réformes doivent être faites. Si aujourd'hui les députés à l'Assemblée nationale sont en commission, parce qu'il y a ces travaux en commission, il y a aussi les députés de l'opposition et les députés de la majorité qui sont en train de travailler ensemble. De toutes les façons, c'est la procédure par laquelle on va aboutir à aller au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut étudier ces tests-là en commission avant d'arriver en plénière. S'il n'y a pas cette commission, on ne peut pas aller directement en plénière. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est tellement que les gens, les uns les autres, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le député ne se prononce que sur le projet de loi qui lui a été envoyé. Aujourd'hui, le projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale, c'est celui du gouvernement qui a été envoyé il y a quelques jours. Il y a un autre aspect qui est arrivé, c'est l'étude, le rapport de l'expert, qui aussi a fait un projet, parce que la CEDEAO a commandé un expert qui est venu faire aussi sa proposition et a sorti son rapport. Et par rapport à ça, ce qui veut dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on ferait tout pour aussi rappeler le rapport de l'expert qui doit être entré en étude, parce que c'est la CEDEAO qui a commandé. Tout à l'heure, on ne peut pas se prononcer sur ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Comme ils sont en train d'étudier ce projet en commission, on attend de voir jusqu'à la fin de la journée les résultats qui vont en sortir. Merci. Autre chapitre que nous avons ouvert hier et que nous savons déjà, depuis le 19 novembre dernier, tous les partis politiques, groupes de partis ou personnes indépendantes qui souhaiteraient être candidats aux élections législatives du 20 décembre doivent avoir déposé ces dossiers. Et qu'en est-il? Hier, nous en parlions, mais nous n'avions pas les chiffres officiels de la CENI, encore moins des partis politiques eux-mêmes. Aujourd'hui, nous continuons le débat, mais sur les articles de nos confrères journaux. Ainsi, Bourema Chaboré, votre journal, Le Messager, écrit à la page 3, élection législative de 20 décembre 2018. Les noms des candidats UNIR sont connus et vous annoncez que l'investiture par UNIR de ces candidats, c'est pour la fin de la semaine. Oui, l'investiture est prévue pour la fin de la semaine. Ce n'est pas encore une certitude. J'ai dit c'est prévu pour la fin. Peut-être que lorsque vous lirez l'article, vous comprendrez un peu à peu près ce que j'ai dit. Sinon, vous et moi, depuis un certain temps, depuis plus de 3-4 jours, nous avons vu sur les réseaux sociaux les noms des candidats qui vont défendre les couleurs du parti présidentiel qui circulent. Donc ces noms sont connus et le constat est fait que environ près de 90% de ceux qui ont été cités là-bas sont des nouvelles têtes qui iront défendre les couleurs le 20 décembre, si éventuellement le 20 décembre les élections vont se tenir. Donc c'est cela. C'est pour ce qui s'agit pour ce qui concerne les autres partis, je n'ai pas plus d'informations comme vous venez de le dire, mais ce que je sais, c'est au niveau du parti UNIR que j'ai pu creuser pour savoir à peu près ce que c'est. En tout cas, tout compte fait, j'ai eu également d'autres informations par rapport au fait que concernant le regroupement, il n'y a pas eu de dépôt de candidature. Non, on viendra aux autres, mais restons encore un moment dans UNIR, on verra. Puis ces derniers temps, on annonce beaucoup de choses qui sont repoussées ou bien reportées. Nous verrons si UNIR investira effectivement ces candidats d'ici la fin de la semaine. Mais Focus Info qui s'y intéresse nous dit déjà que plus de 80% des députés sortants du parti UNIR ne se représentent pas. C'est ce que je viens de dire justement tout à l'heure. Et déjà, Fabrice, dans votre parution du lundi dernier, le libéral écrivait
législatives et le choix des candidats, le casting au parti uni, vous trouviez que c'était un exercice très difficile, Fabrice? Oui, comme toujours, ça a été toujours difficile pour unir, que ce soit la formation du gouvernement, et je ne sais pas qui pourrait le démentir, ou le choix des candidats pour les législatives, ça n'a pas toujours été facile pour unir, tout simplement parce que il y a beaucoup de manifestations d'intérêt par rapport à cette échéance-là, et vous allez, si on vous donne les chiffres d'une préfecture ou d'une zone à une autre par rapport à ceux qui postulaient, vous allez vous rendre compte que, et c'est des gens qui sont compétents, qui sont aussi populaires les uns que les autres. Donc quand vous avez beaucoup de candidats qui remplissent pratiquement tous des critères, ce n'est pas facile. Et puis c'est contraire aux autres partis, de certains partis de l'opposition, où ça se passe comme une lettre à la poste, où les gens vont même solliciter des gens qui ne sont même pas membres de leur parti politique, puisqu'il s'agit d'un scrutin de liste. Les gens vont même faire la cour à des personnes externes pour juste compléter leur liste, alors qu'à unir, c'est pratiquement l'embarras de choix. Et vous avez vu, nous avons suivi le processus, ça a été des réunions sur réunions, et jusqu'au pratiquement au dernier jour, il y a eu des rebondissements. Des gens qui étaient en bonne position, qui croyaient qu'ils étaient pratiquement, c'était pratiquement acquis pour eux en ce qui concerne leur candidature. À la dernière minute, il y a eu des gens plutôt qui se sont retrouvés en bonne voie, contrairement à ceux qui croyaient qu'ils étaient en bonne position. Alors donc, mais au finish, ils ont réussi quand même à s'entendre, puisqu'ils finiront toujours par s'entendre. Et généralement, dans ce genre de situation, on va pas dire également que quelqu'un qui rêvait d'être candidat, lorsqu'on ne le prend pas, il va applaudir des deux mains. Certes, ils vont accompagner, puisque la discipline du parti exige que lorsque vous n'êtes pas retenu, vous ne pouvez pas rebondir pour dire que vous êtes candidat indépendant ou autre. Vous soutenez finalement celui qui a été retenu. Peut-être que ça aurait pu être réglé autrement. Certains parlent de primaire à unir. Moi, j'ai pas vu de primaire à unir. Les gens ont envoyé leur candidature et il y a une commission qui a siégé pour trier et choisir. Donc ça ne s'appelle pas primaire, parce que les primaires supposent que dans chaque zone vous y allez, et puis bon, le peuple sort, vos électeurs sortent, et ils disent c'est tel nous voulons et c'est lui on positionne. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que des critères ont été étudiés pour savoir que tel est plus populaire que l'autre, mais ça peut être le résultat des enquêtes faites par ceux qui doivent choisir, mais ce n'est pas les primaires qu'on connaît ailleurs. Alors la dernière fois, quelqu'un disait ici que Aného c'était déjà prêt, mais curieusement jusqu'aujourd'hui, en tout cas moi je sais pas si les autres l'ont, je ne connais pas encore les candidatures à Aného. Disons préfecture des lacs. Ouais, lacs. Jusqu'aujourd'hui, je n'en connais pas. Plusieurs personnes m'ont sollicité également pour dire est-ce que tu as la liste de Aného Bamono et tout ça. J'ai cherché, je ne l'ai pas. Vous avez cherché où? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes allé chercher au sein de la commission d'investiture du Parti Uni? Alors, ceux qui nous ont balancé les listes des autres préfectures, naturellement, ils ont une source. Et aujourd'hui, je dis à Aného le Grand Lomé, moi je n'ai pas encore les informations là-dessus. Donc ça voudrait dire que le suspense même demeure. Jusqu'au jour où peut-être qu'on va investir les gens. Mais en principe, les listes sont supposées avoir été déposées depuis le 19 novembre dernier. Bien évidemment, mais ne comptez pas sur la CENI puisqu'il y a un chronogramme par rapport à tout ça là. Comment est-ce que les gens ont fait? Ils ont eu facilement les listes de Dapan, Kara et tout cela et autres. Et effectivement, quand vous prenez sur toutes les listes là, vous allez voir, dans la plupart de toutes les zones, c'est des têtes nouvelles. Même si on a déplacé certains candidats d'une localité à une autre, c'est des têtes nouvelles pratiquement dans toutes les zones. Pour confirmer ce que Fabrice vient de dire, récemment, à moins de 24 heures, moi je suis rentré en contact avec un homme plus avisé au niveau du parti Unir, qui m'a dit vraiment qu'il faudrait attendre par rapport à la candidature de la région de la préfecture des lacs et également de Lomé Golfe, d'attendre, ce qui prouve que ça peut-être le suspense demeure. Le suspense demeure. Ouais. Donc, le suspense peut-être. Mais déjà, c'est que Uni doit avoir déposé ses listes depuis lundi dernier. Le confrère vient de dire quelque chose. Et dans mon commentaire tout récemment, je disais quelque chose. Prions
que les choses aillent comme on le veut. Je ne le dis pas. Okay, je préfère qu'on s'en tienne. C'est pour cela que j'ai déjà fait proclamer sur vos antennes ici avant même minuit du 19. Ouais. Il fallait le prendre avec des pincettes. Merci. Le confrère La Dépêche, lui aussi trouve ce que disait tantôt Fabrice, que la promesse faite de dégager les candidatures de la base, sorte de grande prière à l'américaine, n'a pas été faite. Ouais. Que ça n'a pas été fait à UNI. Et La Dépêche continue que en lieu et place, c'est les habitués de la maison qui ont pris le dessus. Parachutage de candidatures, perpétuation de clans, copinage. Et La Dépêche écrit que dans une localité, on a même vu une femme prendre la place de son mari. Et finalement, c'est découragement, désillusion, surprise et colère. C'est sur la liste de l'UNI à Bajisaka. Et puis, on ne va pas s'y fier, mais il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, candidature par-ci, par-là, mais par prudence, attendons que UNI ou bien la CENI ou la Cour constitutionnelle nous sortent les listes définitives de ce parti. Ouais, pour le moment, on ne peut pas continuer par faire de la magie. On attend que la CENI nous sorte les candidats, la liste des candidats qui sont enregistrés à son niveau, puisque quand vous prenez UNIR, ce n'est pas la première fois que ça se passe à son niveau. On a vu en 2013 un certain Daoukou Péré qui était président de son propre parti et il a été déniché pour aller représenter UNIR à Blita. Oui. Daoukou Péré, qui était président de son propre parti, a été placé comme suppléant. Sur la liste UNI dans une région qui n'était pas sa préfecture. Donc, il a été placé ou bien c'est lui-même qui est allé solliciter? Je ne sais pas. Okay. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va le constat aussi qu'on doit faire. On va laisser terminer d'abord. Donc le problème qui se pose aujourd'hui par rapport aux listes, au fait que ce problème de... Il y a Fabrice qui a annoncé un mot là. Il y a un problème au niveau de UNI pour le choix des candidats. Donc on attend. Il y a le suspense qui est toujours là et on ne va pas nous mettre dedans parce que du côté des autres candidats, des autres partis politiques, on n'en sait rien. Dites que vous n'en savez pas beaucoup. Bon, moi je n'en sais rien. Okay. Ce qui se passe, ce qui se trame, parce qu'il y a un journal qui a écrit qu'il y a aussi des partis de l'opposition qui ont déjà déposé leur candidature au niveau de la CENI. C'est pour ça qu'il dit qu'on attend ce que la CENI va nous fournir comme liste, peut-être d'ici demain, pour qu'on sache comment les gens sont positionnés, quels sont les partis politiques qui sont positionnés, qui ont des candidats, qui ont des listes de candidats pour aller aux élections. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici au studio, toujours sur les listes que les partis, groupes de partis ou candidatures indépendantes ont ou auraient déposé à la CENI pour les élections législatives du 20 décembre prochain. À ce niveau, il y a le confrère Arakiri qui écrit que des partis de l'opposition ont déposé leur candidature. UNIR aussi. UNIR, c'est presque certain, mais Sylvestre Béni, en dehors d'UNIR, est-ce que par indiscrétion, vous savez quel autre parti aussi aurait déposé ses candidatures pour les élections législatives? Non, moi, peut-être au niveau de l'opposition, non. Mais pour l'instant, on constate que c'est seul UNIR qui se fourvoie, qui cafouille. Parce que tout cela démontre, apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que les gens ne sont pas prêts. Je l'ai toujours dit. Je vous dis, tout le monde n'est pas prêt pour cette élection-là. Quand on voit ce cafouillage... a toujours dit qu'ils étaient non, vous voyez le cafouillage monstre, non? Vous voyez cet embrouillé, ce cafouillage, cet embrouillé en mini que nous voyons aujourd'hui. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas prêts. Je vous dis, même si unis, puisque, on sait que, la CENI, c'est pas aussi tellement indépendante, il faut le dire, il faudrait pas quand même se payer de mots pour le dire. S'ils ne sont pas prêts, ils peuvent même demander à la CENI de prolonger la date donc de clôture, et puis ils vont prolonger en attendant que UNI ne soit prêt. Donc aujourd'hui, prenons le temps
je l'ai toujours dit, prenons le temps de mieux faire les choses. Sinon, peut-être que ce serait donc un mauvais précédent également pour unir, parce qu'aujourd'hui, ça va créer des frustrations. Parce que si moi je suis en pole position aujourd'hui, et je suis là, je crois, je fais déjà mes calculs, que bientôt je serai député, et que le lendemain, on me dégage, et puis on met ma femme. Mais Sylvain, attention. vous croyez que, il y a la discipline du parti, hein? Sylvestre, on est d'abord membre d'un parti, et c'est le parti qui investit ses candidats. Que vous soyez populaire ou crédible, là, ça peut être... Je vous dis, ça peut créer des frustrations et un mauvais précédent. Et puis on verra peut-être que au niveau de Uni aussi, ça va un peu aussi chanceler. Il y aura aussi quelques problèmes. Nous parlons abondamment de Uni, oui. Mais pour en dehors d'Uni, personne ici autour de la table ne peut nous dire si un autre parti que Uni a déposé ses non, sinon moi je suis pas au courant. Non, du moins c'est le parti Uni qui a fait sortir la liste. On a vu. C'est ce qu'on a vu. C'est officiel. C'est pas une sortie officielle. Mais oui, c'est pour dire par rapport à... Je vais terminer. Juste après ces listes, nous avons eu quand même à vérifier. Auprès de qui des droits d'un certain nombre, certains ont confirmé. Donc ça veut dire que du moins on a ça et c'est un fait. C'est ce qu'on a vu. C'est ce que en tant que journaliste, c'est ce qu'on peut dire. Fabrice, je pense que c'est important pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais le parti uni officiellement, il va falloir attendre forcément l'investiture. C'est pour cela, moi je dis le suspense peut demeurer. Maintenant, par rapport au dépôt de candidature, on peut pas dire que Unir n'est pas prêt ou ça cafouille. C'est-à-dire prêt ou pas, la situation que ce parti traverse aujourd'hui, c'est le problème que traversent tous les grands partis. Je vous ai dit ici qu'il y a des partis qui peinent à rassembler 3 personnes pour constituer une liste. Alors que ailleurs, vous avez près d'une trentaine qui postulent pour peut-être 2 sièges de députés dans la même zone. Donc forcément, quel que soit le temps mis, il y aura toujours cet embarras de choix au niveau généralement des grands partis. Je reviens à vous, votre journal Manchette. Vous passez à la page 4 une interview que vous présentez comme un entretien à bâton rompu avec Maître Tchassona, le président du parti MCD. Est-ce que Tchassona vous a parlé éventuellement si ce parti a ou aurait déposé ses listes pour les législatives? Non, en fait, il n'a pas fait mention. Et nous avons quand même évoqué la situation entre le MCD, le mouvement le parti de Maître Tchassona et la coalition, les autres partis de la coalition, parce qu'on sait que il y a quelques jours, il avait quand même demandé, il a pris le contre-pied donc de la coalition en demandant donc à la population togolaise donc d'aller se faire recenser, d'aller s'enrôler. Ce qui n'a pas plu à la coalition, d'autant plus que la coalition avait quand même demandé le boycott donc des 3 derniers jours de recensement. Et donc c'est en fait sur cet aspect-là que nous avons échangé et à bâton rompu. Il a également donné sa version des faits et voilà, tous ceux qui quand même vont se procurer de notre parution aujourd'hui et en sauront davantage. Merci, mais les élections fixées au 20 décembre font l'objet de supputations, de concertations, de rencontres diplomatiques. Hier, s'est tenue la rencontre bipartite entre le Togo et l'Union européenne. Entre autres sujets, Bourama Tchabouré, la partie togolaise et la partie Union européenne ont parlé aussi des élections à venir. Oui, ils ont parlé des élections à venir, en plus du PND et justement des relations entre l'Union européenne et les pays ACP. Mais je crois que ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les élections à venir où la partie européenne a donné également son avis par rapport à ce qu'elle attend de ces élections, des élections transparentes, équitables, et pour faire en sorte que tout le monde y participe. Je crois que c'est en cela que nous disons que ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses peuvent se passer dans l'avenir. Également, la partie gouvernementale a donné son avis et a donné à faire savoir qu'elle était disposée à faire en sorte que ces élections soient transparentes, équitables, pour que la démocratie puisse s'enraciner dans notre pays. Je crois que c'était ça la disposition, ce qui a fait l'objet des discussions entre les 2 parties. Mais bon, mis à part ça, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu également le PND qui a fait l'objet des discussions, le Programme national de développement lancé il y a quelques mois par le chef de l'État et qui a été développé ailleurs. Il y a également les relations entre l'Union européenne
et les pays ACP avec cet accès d'accord qui sont en train de vouloir être renouvelés, où la partie togolaise, la diplomatie togolaise joue un grand rôle à ce niveau. Donc voilà les sujets qui ont meublé cette discussion. Ces élections et un communiqué est sorti oui, à ce sujet. Oui. Les lecteurs peuvent se procurer du journal Le Messager, merci, où j'ai repris tout le communiqué. Merci pour cette publicité que vous faites. Vous viendrez verser une commission à Canal FM. Eh bien, la situation sociopolitique du moment, notamment les élections du 20 décembre, sont également au centre, en grande partie au centre de ce communiqué que la conférence des évêques du Togo a rendu public hier. Les évêques qui sont réunis le 15 novembre dernier, mais comme à leur habitude, ils ont laissé quelques temps entre leur rencontre et ce communiqué dont certains journaux parlent aujourd'hui abondamment. Liberté nous en donne cet extrait. Les évêques du Togo qui disent redouter le pire si rien n'est fait pour apaiser le climat sociopolitique de notre pays. Je crois que vous avez lu ce document de la conférence des évêques du Togo. On va faire un rapide tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu pour l'essentiel de la part des évêques? Abba Tshisaka. Pour l'essentiel, c'est que les évêques appellent à ce que les acteurs politiques s'entendent pour qu'on ne reconnaisse pas des situations pires que ce qu'on avait connu. Donc, seulement certains ont demandé peut-être que eux aussi, au niveau des évêques, qui non, on s'en tient d'abord au contenu de leur message. Le contenu de leur message, c'est simplement ça, mais il faudrait... Ils ont demandé que tout le monde s'attend et accélérer les mesures d'apaisement. Et puis, au niveau des élections, qui s'entendent pour aller à des élections paisibles pour qu'on ne reconnaisse pas les Allemands. Un rapide sur le message des évêques du Togo en quelques... non, bon, comme c'est devenu une habitude, les évêques sortent quand il y a de ces genres d'événements pour pouvoir donner leur point de vue par rapport à la situation sociopolitique. Moi, je dis que c'est une bonne chose lorsqu'on appelle les acteurs politiques à se retrouver et à chercher un consensus. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, il y a certaines positions qui sont prises par rapport à ces évêques et qui font objet de discussion, qui font objet notamment de concrètement dans leur message, dernier message. Non, pas dans leur dernier message. Tu commentes le message. Oui, je suis en train de commenter le message qu'ils ont fait. Je dis ce qu'ils ont fait hier, c'est une bonne chose lorsqu'on appelle les acteurs politiques à trouver un terrain d'entente, à faire en sorte que les réformes constitutionnelles et institutionnelles puissent avoir lieu. Moi, je pense que c'est une bonne chose et c'est une bonne démarche. Maintenant, je dis, c'est bon, si ça peut continuer ainsi, c'est très bon. Merci. Mais évitons que, à des moments donnés, qu'ils prennent des positions qui laissent des supputations. Vous avez retenu du message des évêques. Oui, je crois que c'était même la question, l'essentiel du message. Donc, je crois que moi, qu'on pourrait commenter, c'est pourquoi je voulais quand même mettre... Non, je crois que les évêques, ils ont quand même fait appel au sens de responsabilité. Ils ont quand même demandé aux protagonistes de la crise d'accorder leur violon, afin qu'on puisse quand même éviter le pire pour ce pays. C'est en fait le résumé, succès qu'on peut faire de cette sortie des évêques du Togo, et je crois qu'ils l'ont toujours fait, même au plus fort temps même de la crise, ils étaient également sortis où ils demandaient justement au pouvoir donc d'accéder aux aspirations profondes du peuple togolais. Donc je crois ils l'ont fait, c'est le devoir. Ils sont en fait des citoyens togolais comme tous les autres. Ils ont quand même des fidèles, ils les écoutent tous les jours. Donc ils ont fait appel. Donc, et vous, Fabrice, Pekezi, Patom? Non, moi je crois que c'est une bonne pratique. On ne va pas demander aux religieux de s'enfermer et de prier seulement. Je crois que quand on prie, il faut également agir. Et cette sortie des évêques peut être rangée dans la catégorie des actions des hommes de l'Église catholique. Et ce qui est important pour compléter ce que les confrères ont dit, ils ont relevé le fait qu'il faut qu'on évite des calculs politiciens. Et ça, c'est valable pour tous les politiciens. C'est-à-dire, celui qui est au pouvoir peut faire des calculs pour s'éterniser, tout comme celui qui cherche le pouvoir peut également faire des calculs pour parvenir à ce pouvoir-là. Et généralement, on constate que dans les calculs, on tient compte forcément de l'intérêt personnel
plutôt que de l'intérêt général. Et malheureusement, les politiciens, ils font toujours des calculs, ils en feront toujours, mais nous traversons une situation qui est préoccupante. Et l'autre aspect qu'il faut retenir du message des évêques également, c'est qu'ils souhaitent des élections inclusives, où tout le monde doit participer. Alors que la situation actuelle fait qu'on a l'impression qu'on est en train d'aller, malgré les dispositions prises, aussi bien par la CEDEAO, que parfois aussi le gouvernement qui estime avoir fait des efforts, alors que l'opposition estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La conclusion, c'est que si on ne parvient pas à organiser des élections auxquelles tout le monde participe, on risque de revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a ce message de tous les évêques du Togo, mais il y a également une polémique qui a commencé à naître sur la personne du révérend père Marie-Pierre Chanel, prêtre de l'église catholique, mais premier porte-parole du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, ce mouvement qui est une réalité associative du Togo depuis quelques mois, et puis depuis la semaine dernière, c'était une polémique qui porte sur ce prêtre. Aujourd'hui, c'est le Magnan Libéré qui écrit à la page 6, lettre ouverte d'un prêtre à la conférence des évêques du Togo, grave menace sur la communauté catholique du Togo. Togo Matin lui écrit, dans une lettre ouverte à la conférence des évêques du Togo, un prélat dénonce l'instrumentalisation à outrance de l'église catholique par le révérend père Afonyo. Le messager lui aussi parle de cette lettre ouverte d'un prêtre à la conférence des évêques du Togo. Vraiment, vous citez un extrait de cette lettre que ce prêtre a écrit à leurs évêques. Ah oui, j'ai pensé que vous allez peut-être lire l'extrait, mais ce n'est pas encore grave. Oui, ce n'est pas grave. Tu l'as bûché. Ce n'est pas grave, je n'ai pas encore. Non, bon, ce n'est pas la peine de lire quand même. Mais je sais que quand même il y a eu la lettre qui a circulé. Vous avez vu également cette lettre d'un prêtre qui a requis l'anonymat pratiquement, qui voulait quand même montrer. Après. Oui. Non, je crois qu'il a pris un nom qui est un peu voilé, mais il a requis l'anonymat pour montrer sa désapprobation par rapport à une certaine à la démarche du père Afonyo. Qu'il juge une démarche qu'il juge pas normale, pas bienséante. Donc il a interpellé en quelque sorte l'église catholique, dont les premiers responsables à agir pour éviter, parce que lorsque vous lisez la lettre, vous comprenez qu'il insiste sur le fait que cette démarche du père Afonyo divise un peu l'église catholique. Donc nous n'avons fait que reprendre la lettre, et ça c'est notre rôle. Donc ceux qui veulent, ils peuvent quand même chercher le journal et le lire et savoir concrètement ce qu'a dit ce prélat. Merci. Autre journal, c'est le Dialogue, qui parle lui de troublantes révélations de fidèles sur les actes posés par le révérend père Marie-Pierre Chanel Afonyo, de la nécessité pour la conférence des évêques du Togo de prendre ses responsabilités. Et puis Arakiri qui écrit lui, mais qui en veut au père Afonyo, qui en veut au père Pierre Marie Chanel Afonyo. Alors sur les prises d'opposition du révérend père Afonyo, premier porte-parole du mouvement des forces vives Alternance pour le Togo. Alors quand on prend tout le discours que tient le père Afonyo depuis au nom de son mouvement et les messages des évêques, est-ce qu'il y a concordance ou bien dissonance? Abbas Issaka. Je pense que lui, le père Afonyo aurait pris personnellement celui de créer une association pour soutenir le processus à son niveau. Et je ne suis pas sûr que ça engage directement l'église catholique. Mais ici, c'est que au niveau de son association, en tant que père, les autres demandent à ce que ça ne prend pas son action au niveau de son engagement, ne puisse pas entamer l'église catholique. C'est de cette manière que le prêtre qui a écrit la lettre aux autres évêques a demandé à ce qu'il veille à ce que le comportement bien, l'association de Afonyo n'entame pas beaucoup les activités de l'église catholique. Il faudrait qu'il soit discerné, parce que le prêtre qui a écrit la lettre a dit qu'il est interpellé par plusieurs de ces... L'auteur de la lettre dit être interpellé
par plusieurs de ses fidèles qui disent que l'attitude du père est en train de porter des menaces sur l'Église catholique, puisque l'Église catholique risque de se diviser. Mais quand on prend aussi sa position, c'est que sa position n'est pas totalement différente de ce que les évêques sont en train de demander au niveau du pouvoir. Donc, je me suis dit, on ne sait pas ce qu'il faut retenir maintenant. Est-ce que le père Afognon s'est engagé personnellement ou il agit au nom de l'Église catholique? S'il agit au nom de l'Église catholique, il appartient maintenant à ses pairs de demander des éclaircissements par rapport à la lettre qu'ils ont reçue de l'autre. Merci. J'ai eu le privilège d'assister à certaines manifestations de mouvements, les forces vives, alternance pour le Togo, et à chaque fois, le père Afognon dit qu'il s'est engagé dans ce mouvement en son propre nom de citoyen du Togo. Et quand on l'écoute, il se réfère toujours au précédent message des évêques du Togo. Et puis quand on lit le dernier message des évêques du Togo, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tant de différence entre leurs discours. Mais Sylvestre Béni, est-ce qu'on peut dire que le père Afognon paie le prix de son engagement quelque peu politique dans ce mouvement? Non, c'est un engagement citoyen, pas un engagement politique. Et là, tout ce que le père dit, c'est ce que le peuple, le bas peuple pense. Le père Afognon ne demande pas à ce que qu'on puisse prendre des armes pour pouvoir arriver au pouvoir. Non, il dit, il veut la démocratie pour son pays. Il veut que la misère ambiante et galopante au Togo. Il veut quand même qu'en tant que citoyen, qu'il faudrait quand même qu'on trouve des solutions à cela. Ça, c'est pas diable. Moi, je dirais plutôt que ce père-là qui est dans l'anonymat, qui veut rester dans l'anonymat, c'est lui plutôt qui ne rend pas service à la nation. Parce que il aurait peut-être gardé son nom et écrit directement à ses supérieurs et au niveau donc de l'Église catholique pour dire clairement ce que lui aussi il pense de la situation. Mais si moi je veux même pas l'appeler prêtre, parce que je dirais ce monsieur, parce qu'on ne le sait pas, qu'il soit prêtre, pasteur ou non, parce qu'on ne le connaît pas. Donc il faudrait quand même, s'il veut faire quelque chose de sérieux, il doit mettre son nom, écrire aux évêques pour que lui aussi donne son point de vue, comme le fait le père Afognon. Le père Afognon n'est pas un politique. Tout ce que le monsieur dit, c'est pour inviter les citoyens togolais à prendre le mouvement et à penser à la situation socio-politique togolaise. Pour qu'on puisse, parce que c'est un prêtre, il écoute les fidèles. Il sait ce que vivent les fidèles. Il sait ce que vit le peuple togolais. Donc, il demande à tout le monde de s'engager en tant que citoyen. Donc, je ne crois pas qu'on puisse quand même jeter quand même de l'anathème sur ce prêtre-là. Je ne crois pas. Celui qui veut plutôt rester dans l'anonymat, c'est lui plutôt qu'on doit délivrer. Voilà. Voilà, Fabrice Pétiesi, est-ce que le père Afognon paie le prix de son engagement civique et citoyen, ou bien quelle est votre compréhension, lecture de cette polémique? Non, vous savez, moi je suis un chrétien qui garde la tête sur les épaules avec sa lucidité. Donc, je suis pas de ceux qui pensent parfois, qui parfois confondent le prêtre à Dieu, le Père. Ça reste des humains, ça, il faut qu'on parte sur cette base. Et ce que le père Afognon fait, il a choisi de faire de la politique. C'est ça. Et il en a le droit, il est libre de le faire, mais il ne parle pas au nom de la communauté catholique. Il n'a pas le pouvoir de parler au nom de la communauté catholique. Peut-être que c'est... Et il ne le fait même pas. Et il ne le fait pas. Il ne dit pas agir oui, au nom de donc, l'Église. quand on veut voir la position de l'Église catholique sur la situation politique, c'est la conférence des évêques. Et donc, maintenant, le père Afognon, peut-être que ses positions peuvent diviser ses fidèles, mais pas l'Église catholique, parce que l'Église catholique, ce n'est pas hier, ça ne date pas d'hier, c'est une tradition qui est vieille de siècles. Maintenant, effectivement, on sait que généralement, lorsqu'on va sur le terrain un peu spirituel, religieux, ça pose un problème, parce que ça ne date pas du père Afognon. Vous allez voir, depuis les années 90, à un moment donné, les fidèles catholiques sont obligés parfois de choisir leur paroisse en fonction du prêtre qui dit la messe. Et il y en a même qui désertent certains même s'étaient organisés même pour faire la peau à des prêtres qui ont dû prendre leur jambes à leur cou. 2005, Théotokos, un prêtre qui aurait arraché
je ne sais pas, une affiche du RPT sur le mur de l'église à payer. Tout ça là, c'est pour cela, à un moment donné, il faut faire attention. Mais je crois que quand on s'engage, il faut éviter de faire l'amalgame entre... puisque généralement, c'est pour cela, moi je dis, je garde la tête sur les épaules. Parce que généralement, pour les fidèles chrétiens, lorsque le pasteur ou le prêtre parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle, c'est pas Dieu, c'est un homme qui parle. Ça, il faut le reconnaître pour ne pas faire l'amalgame. C'est un homme qui parle. Donc quand le père Afognon parle, il dit ce qu'il pense, comme moi aussi je suis en train de dire. Il n'a pas été inspiré par Dieu pour dire ce qu'il dit. Il a observé la situation comme tout le monde l'observe également et donne sa position. Maintenant, l'église, comme je l'ai dit, ne peut pas être là seulement à se contenter de prier dans un couvent pour que les choses changent. Il faut prier et agir. Et c'est ce que, quand vous parcourez un peu ce que les évêques ont sorti, chacun en a pour son compte. Quand on parle de calcul politicien, tous les politiciens calculent, on le sait. Et ces calculs, c'est pas forcément en fonction de l'intérêt général, c'est en fonction de l'intérêt de celui qui veut le pouvoir ou celui qui garde encore le pouvoir. Et donc, moi, je crois que il faut faire preuve excessivement de lucidité pour ne pas faire la confusion entre ce qu'un prêtre qui a choisi de faire la politique dit et sa mission qui est de sauver les âmes dans les églises ou bien dans les paroisses et autres. Je retiens pour l'essentiel que dans ces moments-là, nous devrions savoir et pouvoir garder la tête sur les épaules pour analyser lucidement et sereinement la situation telle qu'elle se présente. Malheureusement, nous allons devoir nous en tenir là pour aujourd'hui parce qu'il est l'heure. Nous allons juste faire le traditionnel tour de fin d'émission et réinviter au micro notre chère invitée Fatimata Judith Pio, la responsable de l'association Jade pour la vie. Madame, rebonjour. Bonjour. Merci d'être resté à nos côtés. Ah, les hommes sont galants qui nous apprêtent 2 micros. Vous choisissez celui de Fabrice Pétiez. Je crois que je prends les deux. Je prends les deux pour ne pas faire de jaloux. Madame, les épouses de Bouraïma et de Fabrice sont l'émission. Hein? Non, juste pour l'émission. Merci, juste pour l'émission. Voilà. Eh bien, donc, Jade pour la vie avec votre activité qui va porter sur le Tintin Sexe. Oui. Ce sera La tente sexe sera du 27 au 1er décembre et nous rassurons que l'activité s'inscrit dans le PSN 2016-2020 et également dans les ODD qui ont été ratifiés par le chef de l'État, donc en 2015. Donc c'est une activité primordiale, c'est une innovation unique au Togo et en Afrique, je dirais, que le Jade pour la vie a mis en œuvre et que le mot tente sexe n'effraie pas. Parce que sur la tente sexe, vous aurez différentes boxes qui vont parler des évolutions morphologiques et psychologiques du corps humain chez l'enfant. Vous aurez à comprendre le processus de conception de la grossesse. Nous allons expliquer les causes et les signes des infections sexuellement transmissibles. Vous allez comprendre l'épidémiologie du VIH-Sida, les voies de transmission et les voies de prévention. Nous allons parler de l'hygiène et d'autres choses encore. Merci. Tout cela, c'est à découvrir et à redécouvrir à partir du 27 novembre jusqu'au 1er décembre, voilà. Journée mondiale de lutte contre le sida. Oui, au CEG Boca. Merci beaucoup. De 8h à 16h. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez parlé dans 2 micros que vous ont si galamment apprêté Bouraïma Tchabouré, le gros, et Fabrice Pétiez Patom, le grossissant. Merci à eux. Je suis plus proche d'elle. Merci. Maintenant, vos cartons. Bouraïma, comme vous avez le micro, vous le gardez pour votre carton. D'accord. Et mon carton, il est rouge. Oui, rouge vif. Oui, il va. À ceux-là, pas PNP, à ceux-là qui sont les adeptes de la pensée unique. Je le dis et je ne vais jamais cesser de le dire. Mais allez-y rapidement. Oui, ils sont les adeptes de la pensée unique. Que ce soit dans les discussions, que ce soit sur les plateformes d'échange, les gens voudraient que tout le monde adhère à ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas écouter les autres. Ce n'est pas normal. C'est la tolérance justement, de l'autre, son opinion, même si on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Patom, Fabrice Pétiez. Moi, j'ai un carton vert que j'adresse au Conseil national des patrons de presse.
pour l'initiative qui consiste à délocaliser cette année les journées portes ouvertes de la presse togolaise à l'intérieur du pays. Vous savez que notamment à Sokodé, chef-lieu de la région centrale, vous savez que les JPO est une marque de fabrique du CONAP et depuis 4 ans, les 4 dernières éditions se sont toujours déroulées à Lomé. Et donc cette année, le CONAP a pris l'initiative d'aller au moins vers l'intérieur du pays pour également faire découvrir la presse togolaise à nos frères togolais de l'intérieur. Donc carton vert pour cette initiative. Et je rappelle au président du CONAP que c'est également une tradition. Lors des JPO, le club de la presse se délocalise sur les lieux. Donc que notre ami Arim Yao Chanyao fasse en sorte que durant les JPO qui auront lieu à Sokoré, que le club de la presse puisse s'animer en direct depuis le chef-lieu de la préfecture de Tchaoudjo. Hubert Logan. Oui, je donne un carton jaune au ministère du Transport. Jaune parce que c'est bien beau d'appeler à la courtoisie sur nos routes. C'est bien beau d'appeler les gens piétons, motocyclistes, cyclistes, voitures à aller ensemble, à se comprendre. Mais il y a des défis, il y a des responsabilités que ce ministère doit relever pour que l'objectif de mieux vivre ou bien de mieux circuler sur la route soit atteint. Ce défi l'attend et il doit beaucoup plus agir en mettant en place une réelle politique d'éducation et de sensibilisation et refaire vraiment nos routes là où ça s'impose. Merci, c'est noté. Abbas Issaka. Ouais, mon carton. Fabrice a marché sur mon carton. Mais il n'est quand même pas abîmé. Il n'est pas abîmé, donc je le reprends. Et il a mis ses pieds, il a passé, donc je le reprends. Je donne carton vert au Conseil national des patrons de presse pour avoir délocalisé aussi les JPO à l'intérieur pour permettre aussi aux populations de l'intérieur de savoir ce que nos parents de nos amis, mais vos parents de Sokoré, vivre en direct les journées portes ouvertes, de voir et ces environs, de voir comment la presse travaille dans son ensemble. Ce serait heureux que les confrères journalistes Kotokoli participent à cette émission du Club de la Presse qui serait délocalisé à Sokoré. On finit avec vous, Sylvestre Béni. Non, moi je n'ai pas de carton aujourd'hui. J'ai un coup de cœur à ma moitié qui fait son anniversaire aujourd'hui. Votre épouse. Oui, je le dis. Et l'autre, troisième mi-temps. Non, c'est déjà bon. La troisième mi-temps se joue chez vous. La mission est finie. Sylvestre et l'autre. Mais qui est l'autre? L'autre, c'est demain. Mais nous terminons cette émission sur une nouvelle triste. Notre aîné, Api Assoumati, qui a été rédacteur en chef à Edi Togo, directeur de cabinet au ministère de la Communication et ambassadeur du Togo au Nigeria. Il vient d'être rappelé par Dieu. Voilà. Autrement dit, le confrère et doyen Api Assoumati, qui suit le papa de Sylvestre Béni, c'est la vie. On est un jour, on mourra un autre jour. C'est fini pour aujourd'hui. Mais le Club de la Presse vous retrouve demain jeudi à 11h. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.